Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Fiasco Grand Prix sur Cycle GP. Donc, bienvenue sur Cycle GP. Aujourd'hui consacré à la dernière édition du Grand Prix d'Autriche couru il y a 35 ans sur l'Österreichring, le circuit originel, où se courait, non pas ce week-end, puisque c'est ça, son petit frère, le Red Bull Ring sur le même site, mais où se courait le Grand Prix d'Autriche à la mi-août 1987. Sans doute le pire Grand Prix ever de l'histoire. Vous verrez, franchement, c'est à en tomber par terre, à exploser vite de rire. Voilà. Tant ce Grand Prix ressemble là à un épisode de Dragon Survive dans sa médiocrité. Voilà. C'est une petite pique parce que, comme ça va être court, on reviendra aussi sur dans la vidéo du Vibrequin, et vous verrez, je vais essayer de la défendre un peu aussi par rapport à une série Netflix dont je viens de parler, voilà, qui pour moi est une espèce de grosse série à deux balles où il serait capable de nous dire qu'il y a eu un mort dans ce carambolage, alors c'est complètement faux, puisque tout le monde s'en est bien sorti. Et voilà, donc on va parler de l'Österreichring. Et là, tout de suite, on va parler très rapidement de l'Österreichring. Donc l'Österreichring, c'est le Grand Prix, le circuit du Grand Prix d'Autriche, puisqu'en Autriche, il faut savoir qu'il y a deux circuits principaux en Autriche, le Salzburgring, qui est le circuit de la moto, qui présente la même configuration que ce circuit, c'est-à-dire un côté précipice à flanc de colline, c'est-à-dire un côté précipice, l'autre côté le lit de la rivière qui sert de coupe du circuit, puisque au Salzburgring, en fait, il faut savoir que le circuit reste sur le bord d'une rivière, tout simplement, et qu'en fait, la rivière, le ruisseau passe au milieu, les stands bordent le ruisseau, donc risque d'inondation, et ça donne un circuit qui est avec deux épingles, deux virages lents, et des courbes ultra rapides, comme ici. Ici, c'est un circuit qui est tracé à flanc de montagne, en Styrie, à 700 mètres d'altitude, directement sur les montagnes, donc c'est fort dénivelé, des belles courbes, avec uniquement la courbe Bosch qui se prend plus lentement et la courbe Rindt qui se prend plus lentement, mais comme elles sont relevées, tu les prends quand même vite, donc ça nous donne à la fin le circuit le plus rapide du championnat, avec Monza, Silverstone à l'époque, et Hockenheim, c'est-à-dire des circuits avec des moyennes à presque 250 km/h, donc un truc de fou en fait. Un truc de malade, mais vraiment un circuit de malade. Le Ring, c'est un circuit de malade, le Lancing Race. Il y a juste une petite chicane pour couper, sinon c'est tout à fond en fait. C'est quasiment tout à fond. Et en guise d'échappatoire, d'un côté tu as le talus, tu as la colline donc avec le talus, avec les rails en haut, un fossé. Donc si tu te rates, tu te prends de deux côtés, la voiture elle fait un vol, en vrai sens du terme. Et de l'autre côté, tu as un champ avec des joncs, des tourbières. Donc en gros, tu peux faire comme Nannini en 1986, tu peux aller t'amuser à faire un tour de la tourbière au passage. Voilà. Donc c'est résumé de ce Ring. Donc c'est un circuit où on aura 18 éditions entre 1970 et 1987. Souvent perturbé par la pluie, ce qui donnera des beaux grands prix comme en 75, en 78 ou comme en 77, par exemple la victoire d'Alan Jones ici, ou malheureusement en 75, la mort malheureuse de Donohue qui tape un poteau d'un panneau publicitaire et qui succombe 2 jours plus tard, alors qu'il avait été voir en spectateur avec son fils David et sa fille le Grand Prix. Donc ici en fait effectivement, donc voilà, ou d'autres faits par exemple, comme le premier podium de Gilles Villeneuve aussi, ici par exemple, on a eu la dernière victoire de Jabouille, on a eu la victoire quasiment la plus serrée de l'histoire en 1982 avec Keke Rosberg contre Helio De Angelis, donc la première victoire de De Angelis ici. Et je pense d'ailleurs que c'est avec une grosse pensée avec Helio De Angelis qu'ici les pilotes se présentent d'ailleurs, puisque ici on voit les améliorations d'ailleurs qu'il y a eu d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, maintenant, on va s'intéresser à ce Grand Prix. Au Grand Prix d'Autriche 1987. Vous allez voir, ça commence extrêmement fort. Ça commence avant même déjà le début du Grand Prix. Déjà, ça commence avant même le début du week-end, ça commence déjà. En fait, tout commence très mal pour ce Grand Prix dès la fin du Grand Prix 86. Les pilotes se plaignent encore de la sécurité. En fait, le tracé est magnifique, le cadre est magnifique, mais l'Österreichring a un très gros problème depuis ses débuts, c'est la sécurité. Sicherheit en allemand. Nicht Sicherheit ici. Il n'y a aucune sécurité. Tu sors de la piste, comme certains pilotes expliquent, tu te bouffes un talus ou un champ direct en gros. Et ce n'est plus admissible en 86. Donc en 86, fin 86, début 87, les pilotes décident de se réunir à plusieurs et notamment mandatent Alain Prost pour aller faire une visite du circuit. Alain Prost visite le circuit et ici se rend compte avec horreur que
ce qu'on leur a demandé à l'organisateur, rien n'a été fait. Les rails n'ont pas été rehaussés et surtout mis à hauteur, puisque les rails sont en fait en contrebas de la piste. Donc si jamais tu décolles la bagnole, ben, tu peux faire comme Marc Donohue, tu peux te retrouver de l'autre côté, simplement, et taper un panneau publicitaire, donc te faire mal. Les remblais au niveau des rails, pas des rails, des talus et des rails n'ont pas été bouchés, donc la voiture peut passer sous le rail, peut voltiger, comme a fait Andrea De Cesaris, ou comme a fait Derek Warwick, c'est moins connu, mais Derek Warwick en 86 a éclaté un pneu dans la ligne droite et là, il s'est retrouvé au niveau de la liche, t'as allé décoller avec la voiture et faire quasiment passer par-dessus. Donc ici, les pilotes, bah, mais attendez, c'est pas normal ça. Vous mettez des filets aussi au-dessus des rails. Les filets, c'est pas dans les virages pour ralentir les voitures, c'est au-dessus des rails pour, en cas d'accident, que la voiture ne passe pas par-dessus. Voilà. Ça, c'est pas fait. La voie des stands n'a pas été élargie. Les stands sont dans un état mais catastrophique. C'est fissuré, c'est plus en état, c'est pas étanche, tu peux limite pas rentrer une voiture dedans. Voilà, c'est pas en état. C'est des stands qui datent des années 70, de la création du circuit. Donc, il faut faire quelque chose. La courbe Bosch, il faut faire quelque chose, c'est un banking, le rail est juste à côté de la piste, donc si tu te rates à 350 km/h, tu es dans la merde, voilà, donc il faut faire quelque chose. Mettre des rails à l'intérieur du circuit, ce qui demande, parce que Nanini a été tondre le circuit, les animaux peuvent s'introduire, et vous allez voir, ça va être le cas. Ah, il y a les postes de commissaire, pareil, les postes de commissaire, les reculer par rapport à la piste, faut pas qu'un pilote les prenne. Bref, la liste est extrêmement longue ici. Donc ici, on va se rendre compte effectivement que rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On a juste mis un coup de peinture sur les rails. Voilà. Donc Bernie Ecclestone ici, qui a repris la gestion après Ernie Hubbard, que Ernie Hubbard a fait faillite, décide d'appliquer ce qu'on appelle le contrat d'étranglement, c'est-à-dire qu'il va quasiment augmenter les places, puisqu'une place environ, c'était environ 100 shillings à peu près. À l'époque, là, ça va passer à peu près 300-400 shillings, ce qui est énorme pour notre chien moyen. Donc, les gens ne se rendent pas au circuit, et surtout, les rares qui se rendent vont se rendre compte vont se rendre ici, et Bernie s'en rend compte avec une énorme pancarte, Bernie, fuck off. Voilà. Bernie va te faire voir. Il n'y a plus de commodité, notamment par exemple, il n'y a plus de stand à la sauvette pour vendre des hot dogs, par exemple, il n'y a plus de droit de se mettre sur les tribunes naturelles. Voilà, bref, plein de choses que les Autrichiens aimaient faire ne peuvent plus le faire. Venir avec son truc de pique-nique et pique-niquer, ils peuvent plus le faire par exemple. Donc là, ils font littéralement grève. Avec 85 000 spectateurs, et les 85 000 spectateurs, ils attendent qu'un truc, c'est qu'il y ait une merde, faire une bronca à Bernie. Et Bernie, ça l'apprécie absolument pas. Côté écurie, donc Porsche, maintenant, c'est qu'ils vont se séparer avec McLaren, parce que McLaren va les foutre dehors, parce que le moteur est complètement obsolète. Donc ils vont apporter une petite modification électronique. Et également, donc de ce côté-là, Benetton amène une nouvelle essence pour que la voiture soit plus rapide, parce que bon, c'est le circuit de Benetton, ici, puisque c'est de l'endroit où ils ont signé leur première proposition. Et la dernière de BM, ici, ils ont signé. BMW d'ailleurs sont ici totalement désormais à partir de la Formule 1 parce qu'ils n'ont plus que Brabham, mais comme Brabham va se retirer à la fin de l'année, va être vendu à la fin de l'année, ils décident de se retirer aussi de leur côté. Donc voilà. Minardi amène un nouvel aileron qui a été dessiné par un journaliste, c'est comme dire au point où Minardi est fauché. Et enfin, Alex Caffi ne peut simplement plus, ne veut plus voir simplement ça, son Ozella. La voiture, faut comprendre, Ozella, c'est une évolution de la première voiture de 80. C'est littéralement la voiture de 84 qui conduit à peine évoluée, avec un moteur qui date de 84 qui a été vendu par Alpha à l'époque, puisque Alpha s'est débarrassé de son matériel chez Ozella. Et donc la voiture, c'est une catastrophe totale, littéralement. En fait, vous allez comprendre pourquoi il cassera son moteur volontairement en tour de formation ensuite, en second tour de formation. Donc maintenant, on va voir le Grand Prix et vous allez voir, tout va très 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 mal très mal débuter. Tout commence déjà très bien, puisque dès le vendredi matin, nous allons avoir un grave accident. En fait, il faut savoir que donc, comme nous sommes en pleine nature à 800 mètres d'altitude au milieu des Alpes, dans le Tyrol, en Styrie donc, ici, de nombreux animaux rôdent autour de la piste, des lapins, il y aura même des marmottes parfois, des cervidés, notamment beaucoup de cervidés. Et ici, notamment, une famille de cervidés a décidé de squatter la piste, tout simplement. Donc, notamment un jeune daguet.
Il y a un jeune Daguet ici qui est sur la piste, qui dormait, et qui réveille encore les voitures. Donc, il faut savoir que le Storage Ring, donc la piste de Selveig, emploie des chasseurs locaux pour effaroucher et capturer les animaux en cas d'intrusion. Voilà. Mais ici, rien ne va y faire, vous allez voir. Non seulement, en plus, ils vont aussi se rendre compte avec horreur ce jour-là que les câbles ont été rongés, ce qui permet une impossibilité de communication, puisque les commissaires de signal le voient tout de suite, et le signal donc par téléphone pense le signaler à la direction de course pour qu'un drapeau rouge soit déployé, qu'on capture cet animal, mais non. Donc ici, au bout d'un certain moment, l'animal décide de se réveiller. Il se réveille, sans doute effrayé par le bruit, il traverse la piste. Et là, bien sûr, arrive Stefan Johansson, qui emplafonne de plein fouet le fan, ce qui a pour effet d'arracher tout le flanc gauche de la voiture. La voiture, ensuite, va continuer sa course pendant un certain temps, jusqu'à trouver un rail, finir sa course dans un rail. Stefan Johansson sort de sa voiture avec un peu de difficulté, et surtout il se plaint tout de suite de douleurs aux côtes. Et en fait, on va tout de suite se rendre compte, le Dr Watkins se rend compte, effectivement, que Stefan Johansson s'est brisé une côte dans l'accident et s'est fait également plusieurs contusions. Si bien que tout le week-end, en fait, un peu comme Nigel Mansell qui a une violente rage dedans, il va être tout le week-end un peu con. On va dire, voilà, ça va pas être simple pour lui, on va dire, malheureusement, à Stefan Johansson. Mais il a quand même de la chance, puisqu'il aurait tout à fait pu finir comme c'était Cristiano D'Amata quelques années plus tard à l'Icartlex, c'est-à-dire avec un cerf vidé en pleine face. Et là, les conséquences auraient été beaucoup plus graves. Donc ceci va nous permettre maintenant de parler des qualifications. Donc qualification assez classique, on s'approche quand même du record absolu de vitesse ici, puisque la pole position est signée à 257 km/h, ce qui est quand même pas rien. Ce qui souligne encore le caractère très dangereux de ce circuit, puisque ici, nous avons Derek Warwick qui va connaître une sortie certes moins violente que l'année précédente. Ici, il n'ira pas finir à l'envers de l'autre côté des rails, mais comme une sortie piste. Les commissaires ne trouveront rien de mieux que de garer la voiture à 10 cm de la piste. Idem pour Nelson Piquet qui va accrocher Pascal Fabre, qui est terriblement lent. La voiture de Piquet, on va la laisser. La voiture de Fabre également. On va la laisser également, parce que Fabre va réussir quand même à rentrer clopi-clop en stand. Ça montre en fait quand même effectivement un très très grand manque de professionnalisme de la part des commissaires, puisque René Arnoux n'ira quand même jusqu'à dire que c'est une bande de criminels quand même, pour souligner l'incompétence. Mais je pense pas que les commissaires étaient réellement incompétents, je pense que c'est surtout ce circuit qui était totalement mal conçu et mal équipé en fait. Il y avait eu un tel manque, Bernie Ecclestone avait tellement sucré les finances en fait du circuit que tout simplement, ben voilà, on arrive à un point où malheureusement ça met tout le monde en danger. Donc maintenant on va parler des qualifications en tant que telles, et non pas des incidents, avant de parler du départ. Les qualifications vont un chemin classique, c'est-à-dire les Williams dominés, puisque Piquet est légèrement devant Mansell. Senna, lui, pour le coup, rate un peu ses qualifications, il enrage, en fait sa voiture ne fonctionne pas, tout simplement, le moteur Honda ne fonctionne pas ici. Il est 7ème, après avoir fait un extérieur sans ménagement à Alboreto qui ne voulait pas le laisser passer. Berger brille ici en étant 3ème devant les Benetton, puisque bien aidé par un moteur Ford revigoré, les Benetton, notamment Théo Fabi, qui ici était un spécialiste pour signer notamment des très bonnes qualifications, puisque Fabi c'était vraiment le pilote des qualifications à cette époque, 5ème, mais déjà loin, déjà plus d'une seconde déjà il rentre. Ensuite, Prost en rage, il est 9ème, parce que le moteur Porsche est en fin de vie, donc Johansson, malgré son carton, réussit à se qualifier 14ème, juste derrière Nakajima, ici. Warwick, malgré une sortie de piste, va se qualifier 11ème, devant son coéquipier Cheever. Donc les Arrows ici profitent un petit peu de ce moteur BMW, qui est encore pas trop mauvais. Les Brabham sont juste devant, puisque Patrese est 8ème, tandis que De Cesaris, lui, réussit pour une fois à ne pas se planter et est 10ème. Derrière, on va avoir les écuries de seconde division, c'est-à-dire on a par exemple Brundle qui est 17ème, on a surtout Nannini qui a réussi l'exploit de se qualifier ici 15ème avec Minardi, ce qui va annoncer d'ailleurs, mine de rien, le début de cette ère où Minardi sera pas si mauvais que ça. Campos réussit la meilleure qualification de sa carrière quasiment. Ensuite, pour une fois, la pluie du samedi va sauver Ligier, puisque Ligier réussit
pas trop être mal dans une année qui est extrêmement difficile pour eux. Enfin, Alex Caffi réussit pour une fois, comme les Sack Speed, je vous expliquais, à ne pas avoir d'ennui et se qualifie 21ème, à presque 10 secondes quand même du premier, c'est 8ème, à 8 secondes, c'est énorme. Ouais, mais bon, c'est moins abyssal que d'habitude, on va dire. Et enfin, les écarts abyssaux pour les Atmos qui se font ici exploser avec une qualification à 256 km/h. Ils rentrent plus de 107% requis à l'heure actuelle pour se qualifier, puisque le premier Atmo est à plus de 10 secondes, simplement. Palmer notamment, Alio également. Et derrière, enfin, Pascal Fab qui s'est accroché, donc comme j'expliquais, avec Nelson Piquet, lui rend quand même 17 secondes au premier. Et pour couronner le tout, le dimanche matin, les écologistes font grève contre le circuit, effectivement, ce qui enfonce encore un peu plus ce circuit. Et donc, nous voilà maintenant dimanche à 13h, à 1h du départ, sur cette grille de départ. H-1 avant l'apocalypse. 13h, ambiance habituelle d'une grille de départ, donc les mécaniciens travaillent sur les voitures, les pilotes viennent se placer, on discute, notamment on parle ici de l'IG qui va s'initier Judd, puisque John Judd a enfin obtenu l'autorisation de Honda de travailler sur des moteurs atmosphériques, notamment. De dernières rumeurs, comme quoi donc notamment McLaren va quitter Porsche pour de bon. Ça fait un an que ça dure, notamment. Voilà. Donc des pilotes, notamment Ayrton Senna, qui devrait signer chez McLaren. Voilà. Premier départ. Il est 14h, premier départ. Ici, Mansell patine. Piquet prend un son en vol. Fabi également. Mais c'est derrière que ça cloche. En fait, ici, Martin Brundle, à un moment, rate une vitesse. En fait, il veut passer la quatrième. Il veut passer sa quatrième, puisqu'il a pris plus de 200 km/h, mais il passe sa seconde. Donc, ceux qui ont vu le Villebrequin, vous pouvez comprendre exactement ce qui se passe. Le moteur s'enraye, la voiture oblique, elle tape le mur, et derrière, c'est une panique généralisée. Palmer touche Strife, Arnoux également touche Campos, donc c'est un carambolage. Campos et Arnoux vont réussir à parvenir à boucler un tour malgré les voitures endommagées, mais par contre, les Tyrrell sont dans le mur, passablement endommagé, notamment pour celle de Palmer. Ça rappelle un peu l'épisode de Spa, ici. Donc, voilà. Drapeau rouge, course interrompue, on va réparer les voitures. Et Ghinzani également s'est mis en tête à queue pour éviter l'accident. Il tord une suspension, il ne pourra pas repartir. Donc ici, on prend les mulets, où on répare les voitures. Une demi-heure se passe, second départ. Second départ, vous allez voir, va être encore plus catastrophique que le premier. Ici, Mansell rate encore plus son départ, puisque la voiture patine, il colle son embrayage, la voiture, elle a du mal à démarrer. Derrière, c'est la panique. Alboreto évite de justesse la voiture, Senna également. Patrese touche, et là, c'est l'engrenage, puisque il est touché par Cheever, qui est lui-même touché par Brundle, numéro 2 dans le cas de Brundle. Derrière, c'est une panique généralisée. Ghinzani, littéralement, envoie la voiture valser. Pascal Fabre, qui est dernier, arrive lancé à pleine vitesse et s'envole et manque de s'écraser sur Ivan Capelli. Il est retenu que par le capot moteur d'Ivan Capelli pour lui tomber dessus. C'est un véritable carnage. Caffi met la voiture dans le mur pour éviter tout le monde. Johansson est touché également. Les Tyrrell sont toutes les deux détruites, donc il va falloir faire un choix. Voilà. Ici, nous sommes face à un carnage, avec un mur de voiture. Roland Brunserat sort le drapeau noir et le drapeau rouge pour arrêter la course. La course est interrompue. Plus de 40 minutes vont se passer maintenant avant un nouveau départ, le temps qu'on tente de réparer la voiture. Notamment Ghinzani qu'on va réparer à même la piste, puisque Ghinzani on va récupérer les débris de sa voiture pour aller les mettre sur la première voiture, donc c'est-à-dire celle qu'il avait endommagée au moment du premier départ. Donc la voiture est bricolée. Il parviendra à prendre le départ, mais par contre, il sera fluide, ne peut pas prendre le départ parce que sa voiture est trop endommagée. Donc Jonathan Palmer va récupérer le mulet. Ils seront 6 pilotes à partir des stands ici, puisque Alain Prost va compléter tout ça, puisque Alain Prost a un problème, donc il va devoir démarrer des stands. Voilà, en fait, c'est un véritable merdier. Seulement 20 pilotes seront sur la grille, donc même 19, puisque Alex Caffi, étant littéralement gavé par sa nausée-là, trouve le moyen de casser volontairement le moteur de sa voiture, en fait, dans l'allée des stands. Donc, voilà. C'est donc 24 voitures qui prendront le départ.
d'un Grand Prix assez classique, puisque bon, hormis un premier tour encore un peu mouvementé, puisque Senna ici va se retrouver au ralenti, puisqu'ils confond certaines commandes sur la voiture. Euh, En fait, Piquet prend un bon départ, Fabi également, Mansell également, Berger lui va casser très rapidement son turbo, donc va devoir abandonner. D'ailleurs, les Ferrari abandonneront toutes les deux ce jour-là. Les Minardi, malheureusement, n'auront pas supporté ce premier départ où elles ont échappé au carnage par miracle. Elles abandonneront le premier tour et dans le deuxième tour. Voilà. Donc c'est une course assez classique en fait au final. Johansson va animer un peu tout ça en cassant plusieurs fois, en crevant, en parcourant un tour sur 3 tours, notamment dans le dernier tour où il termine sur 3 roues. Voilà. Ici donc, Mansell, à un moment, va profiter d'un dépassement sur Nakajima et Pascal Fabre qui roule sans embrayage pour passer Nelson Piquet et s'envoler, gagner ainsi ce Grand Prix avec une avance substantielle de 50 secondes sur Nelson Piquet, qui assume sa stratégie d'épicier, et un Théo Fabi tout content de signer une troisième place devant son coéquipier Thierry Boutsen, qui lui, malgré un très long arrêt suite à un problème de boîte de vitesse, parviendra à signer une quatrième place. Derrière, 14 pilotes termineront le Grand Prix, notamment Pascal Frapp qui sera non classé pour avoir terminé la course à 7 tours, et Martin Brundle qui sera disqualifié pour aileron arrière non conforme, donc 12 voitures terminant le Grand Prix, dans les faits, ici. Voilà. Donc, en fait, ça contribue, donc, comme je vous l'ai expliqué, au fait qu'en fait ce Grand Prix va être tout simplement supprimé, puisque devant un tel fiasco, Bernie Ecclestone prévient d'ores et déjà l'organisateur que le Grand Prix n'aura sans doute pas lieu en 88, puisque les travaux n'ont rien a été fait, les travaux n'ont pas été faits, l'attitude des spectateurs a été une catastrophe, le Grand Prix a été une catastrophe, c'est sans doute le pire Grand Prix de l'histoire. Ce Grand Prix, c'est littéralement le pire Grand Prix de l'histoire, je pense. Voilà, c'est une catastrophe absolue ce Grand Prix, c'est une blague. Donc, effectivement, il faut faire de la place pour le Grand Prix du Canada qui va revenir. Donc, le Grand Prix d'Autriche va sauter au profit du Grand Prix du Canada en 1988, comme prévu. Il ne reviendra que 10 ans plus tard, ici, pour en 2 vagues, jusqu'en 2003, puis depuis 2014, voilà. Pour un Grand Prix qui est redevenu un des Grands Prix préférés des pilotes, avec ce cadre magnifique. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser avec un petit point de vue par rapport à une vidéo qui a fait polémique il y a 15 jours. Voilà, donc moi je voulais revenir sur la vidéo donc, du Villebrequin en fait, sortie il y a 15 jours sur la Formule 1 en fait, qui a fait pas mal polémique dans notre petit milieu de connaisseurs du sport automobile. Alors moi je vais donner mon avis en fait, faut savoir que moi je suis quand même quelqu'un qui aime bien le Villebrequin, ça fait 2 ans que j'ai 2 ans et demi que j'ai découvert cette chaîne, j'ai connaissais un petit peu parce que mes jeunes à l'entraînement m'en parlaient souvent. Moi à titre personnel je vais donner mon avis, franchement je préfère vraiment la vidéo qu'ils ont fait par rapport à Drive to Survive. C'est vraiment me taper sur une merde, sur un truc de merde. Drive to Survive, pour moi, c'est de la merde, quand même. Tu vois, Drive to Survive, c'est quand même le mec qui aurait pu nous inventer un mort à le Storage Ring, ce jour-là. Littéralement, nous dire que De Cesare 185 s'était tué, tellement que ça. En fait, DTS, pour moi, ça ferait une excellente série de fiction, mais c'est pas une série de réel, c'est du docu-fiction, et c'est du docu-fiction de mauvaise qualité pour moi. En fait, le Villebrequin, ce qui est bien dans ce qu'ils ont fait, c'est que ça permet aux gens, ça peut permettre aux gens qui se connaissent pas en Formule 1 à s'intéresser à la Formule 1. Simplement. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il raconte pas mal de conneries, effectivement, mais c'est le Villebrequin. Le Villebrequin, c'est du quatrième degré à chaque fois. C'est pas forcément. Si tu veux chercher de l'objectivité, faut pas regarder le Villebrequin, faut regarder de bio plutôt. Bon, Antoine. Là, c'est vraiment. C'est bon. Parce qu'en plus, c'est des mecs quand même qui s'y connaissent. Je suis pas avec eux sur Facebook, c'est des gars qui s'y connaissent un peu en Formule 1 quand même. Donc là, c'était vraiment une manière très très simple d'expliquer aux gens. Mais vraiment, sans doute trop simple, avec beaucoup trop de raccourcis. Mais bon, voilà, ça a le mérite. D'autant qu'en plus, franchement, ils ont pas fait une mauvaise. Moi, je trouve que la vidéo sur la F4, franchement, est vraiment pas mauvaise. Franchement, pour le coup, c'est intéressant. Moi, j'ai regardé, c'est super intéressant. Ça m'a permis d'apprendre des trucs. Ou par exemple, j'ai découvert la Mega Track avec leur vidéo. Voilà. Bon, c'est un petit accident de parcours, on va dire. Mais bon, voilà. C'est pour le coup, moi, c'est loin d'être le pire truc que j'ai vu sur la F1. Je préfère encore mater le Villebrequin que mater DTS. Parce que fallait que je filme mon avis sur DTS, mais moi, Drive to Survive, pour en remater sur YouTube, c'est vraiment de la merde en fait. C'est de la grosse merde. Ouais. Je préfère mon vieux bouquin qui date de 95 sur la Formule 1. C'était Lionel de la chaîne Cycle GP. Donc, pensez à liker, c'est toujours intéressant d'avoir des petits likes en plus.
à commenter. C'est toujours sympa de commenter aussi, partager aussi. Et surtout, pensez à vous abonner parce que bon, j'ai presque 30 abonnés et je voudrais bien avoir 50 abonnés d'ici la fin de l'année. Ça serait peut-être utile aussi. Voilà. Donc c'est au revoir et puis bonne soirée.